Les matins de France Culture, Quentin l'a fait. À l'occasion de la célébration des 150 ans de la première exposition impressionniste en 1874, lumière ce matin sur 3 musées, 3 expositions qui placent cet anniversaire en leur cœur. Avec nous, Fanny Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice du patrimoine, directrice du musée Toulouse-Lautrec d'Albi qui accueille l'exposition Toulouse-Lautrec et l'impressionnisme. C'est jusqu'au 9 juin 2024. À vos côtés, Cyril Siama, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du musée des impressionnismes de Giverny depuis 2019, conservateur du patrimoine, directeur du musée des impressionnismes de Giverny. Et ce musée organise l'exposition L'impressionnisme et la mer, ouverte jusqu'au 30 juin 2024. Et enfin, Sylvie Patry, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice générale du patrimoine, co-commissaire de l'exposition intitulée Paris 1874, inventer l'impressionnisme. C'est en ce moment au musée d'Orsay, c'est jusqu'au 14 juillet 2024. Et pour commencer, Sylvie Patry, que s'est-il passé le 15 avril 1874 au 35 boulevard des Capucines, alors qu'ouvrait la première exposition impressionniste ? Mais c'est le jour de l'ouverture de cette exposition qui est devenue mythique. On est à 2 pas de l'Opéra Garnier, on est dans les locaux du photographe Nadar, qui l'a loué pour l'occasion sur 2 étages. Une trentaine d'artistes se sont réunis de façon tout à fait indépendante pour montrer des peintures, des sculptures, des œuvres sur papier. Et un petit groupe de peintres va être qualifié quelques jours après d'impressionniste puisqu'il montre une peinture nouvelle. Fanny Girard, pourquoi cette exposition-là, à côté des circuits académiques, des circuits classiques, a-t-elle fait date dans l'histoire de la peinture et plus largement d'ailleurs dans l'histoire de l'art ? Je pense qu'elle a fait date parce que c'est le moment où vraiment on a assemblage d'œuvres de différents artistes qui sont devenus vraiment des grands noms pour nous, des grandes figures tutélaires de l'histoire de l'art. Et on voit que les artistes d'après ont ce regard sur leurs aînés, il y a cette aura, et c'est le cas par exemple de Toulouse-Lautrec qui se forme alors une dizaine d'années après, mais on voit qu'il va voir des expositions d'impressionnistes après dans les années 80 et ça se ressent dans ses peintures. Cyril Siama, dans cette exposition, pour revenir au 15 avril 1874, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on y voit surtout ? On y voit beaucoup de peinture, mais aussi de la sculpture, c'est ça aussi étonnant. Puis il y a des grands noms de l'impressionnisme, voilà, Renoir, Sisley, mais d'autres qui sont complètement passés sous les radars de l'histoire de l'art, comme Cals par exemple. Et ce qui est intéressant dans l'exposition d'Orsay, c'est qu'on découvre un panorama de l'histoire de l'art de l'époque, avec des mouvements qui sont un peu antinomiques. Voilà, il y a des gens qui sont presque réalistes, d'autres qui sont vraiment impressionnistes. Et ça, Sylvie peut très bien l'expliquer, mais pour moi, c'est intéressant de voir que c'était un mouvement qui est d'abord un mouvement de liberté, avec des gens qui veulent lutter contre le salon et qui veulent être indépendants. Et donc, ils se rassemblent avec une idée derrière la tête. Beaucoup plus qu'une peinture cohérente. Et ça, c'est assez fascinant de voir que ce mouvement, il va se développer en 86, avec une sorte de cohérence qui s'installe au fil du temps, je trouve. Ce sont des gens, dites-vous, Cyril Siama, qui veulent lutter contre l'académisme, qui veulent lutter, disons, contre la tradition artistique classique, ou ce sont aussi des gens qui sont refusés par celle-ci, qui sont refusés notamment par l'académisme et par les salons ? Il y a les deux, parce que Claude Monet, il expose aussi au Salon, et Renoir aussi, de manière officielle. Mais en revanche, je crois qu'ils ont une volonté d'indépendance et de lutter sur des critères du jury qui sont incompréhensibles à l'époque. Pourquoi certains sont acceptés et pas d'autres. Et donc, ils décident de créer leur propre salon, mais après tout, Courbet avait fait son salon du réalisme en 1855, donc il y avait déjà quelque chose qui était dans l'air depuis une vingtaine d'années, et donc c'est peut-être on passe à la fin du salon un peu officiel, on est un peu sur un bout de souffle sur ce système académique de prix, d'exposition, de commandes officielles, et donc les impressionnistes, ils vont aussi développer le marché de l'art. Sylvie Patry, on a beaucoup dit, on a beaucoup lu également que ce mouvement, lorsqu'il émerge peu à peu, est décrié par ses contemporains. Il est critiqué, mal reçu par la critique d'art. Est-ce que c'est une réalité historique ? Alors c'est à la fois vrai et quand même un peu faux. Alors dites-nous. Voilà, la situation était un petit peu mitigée. Donc les artistes dont on parle, ceux qui sont passés à la postérité et surtout ceux qui vont finalement constituer ce groupe impressionniste, parce que j'ai parlé d'une trentaine d'artistes et comme l'a dit Cyril, certains finalement ont été oubliés aujourd'hui, tout simplement parce que le moteur de cette exposition, il est pas esthétique au départ, il est commercial, il est dans une stratégie de positionnement, de volonté de reprendre
en main, en fait, de prendre en main plutôt sa carrière. On est dans un système en pleine évolution à ce moment-là, au milieu des années 1870. Donc les impressionnistes, en fait, ils vont ceux qu'on va appeler les impressionnistes. Déjà, ce terme d'impressionniste, c'est une création de la presse. Donc, c'est vraiment l'exposition qui fait le groupe, plutôt que le groupe qui précède l'exposition. C'est vraiment ce qu'on a voulu montrer. Une création même moqueuse au départ de la presse. Voilà, donc c'est une création. C'est un journaliste, peintre amateur aussi, dramaturge, enfin un homme très du 19e siècle, un peu dans son côté touche à tout, qui s'appelle Louis Leroy, qui dans un journal satirique, le Charivari, va les qualifier d'impressionnistes à partir du titre d'un tableau devenu très célèbre aujourd'hui, Impression Soleil Levant de Claude Monet, et il va s'amuser autour de ce terme d'impression en disant oui, ça s'appelle impression, ça ne m'étonne pas, je suis impressionné, et une impression c'est péjoratif, c'est voilà, on se contente de peu, on se contente d'une impression par opposition à l'art qui doit être composé, réfléchi, causa-mental, chose intellectuelle. Donc c'est dépréciatif et ça ne sera repris d'ailleurs par les artistes eux-mêmes que 3 ans plus tard, à l'occasion de la 3e exposition du groupe. Mais au départ, ils sont pas très à l'aise du tout avec ce terme d'impressionniste. Fanny Girard, qu'est-ce qui caractérise cette fois-ci du point de vue esthétique le mouvement impressionniste? Est-ce que c'est l'instantanéité, le mouvement projeté sur la toile? Je pense, comme disait Cyril, c'est aussi cette liberté qui se voit dans la peinture. C'est cette liberté de touche, des touches très très enlevées. C'est aussi des palettes de couleurs. C'est une manière de travailler la lumière aussi qui est très différente. Une couleur claire, lumineuse, des ombres qui deviennent colorées et vraiment cette volonté de donner un aspect gestuel et un aspect très libre à cette peinture. On parle souvent, Cyril Sciamma, de ce mouvement comme un bloc. Or, ce que montre l'exposition dont vous êtes le commissaire à Giverny, c'est la pluralité, dans le fond, de ce mouvement impressionniste. Et vous avez choisi la thématique de la mer pour démontrer, illustrer cette pluralité. Pourquoi ce thème-là? Pourquoi ce choix-ci? J'ai trouvé que le thème de la mer, c'était un thème très fédérateur et en même temps, il n'avait pas été tellement traité dans les expositions sur l'impressionnisme, alors que le tableau fondamental, c'est Impression au soleil levant, et qui est une marine magnifique. On l'oublie souvent, c'est pas qu'un port industriel, c'est une marine. Et j'ai trouvé que ça permettait d'aller aux sources de l'impressionnisme, en mettant aussi en exergue la diversité du mouvement. Vous avez des artistes très connus comme Monet évidemment ou Renoir, mais vous avez des artistes moins connus qui ont fait de l'impressionnisme comme Maufra ou Moret, et ça permettait de dire que ce mouvement il avait aussi essaimé jusqu'en Bretagne, et ça m'intéressait. Il n'y avait pas que la Normandie et que Paris. C'est un mouvement qui a eu une diversité d'approches, et évidemment autour de la lumière, avec l'eau qui est fondamentale. Il y a beaucoup d'expositions sur l'eau, la Seine et les impressionnistes, mais sur la mer en tant que telle, il y avait des thèmes très structurants comme la marée basse ou les falaises. Ou les ports de France qui permettaient de mettre des artistes totalement en valeur, et on voyait qu'ils avaient une même approche en fait. La marée basse par exemple, pourquoi c'est une thématique particulière, une thématique d'ailleurs qui se disperse dans l'ensemble du mouvement? Qu'est-ce qui intéresse les peintres dans ce thème de la marée basse? Ce qui est intéressant dans la marée basse, c'est qu'en fait, il y a toute une activité maritime qui se passe. Il y a les lavandières, il y a les ramasseuses de goémons, il y a les bateaux qui sont échoués, donc ça donne une vitalité à la peinture, et en même temps, ça joue sur la lumière, que ce soit sur des œuvres de Boudin ou de Monet. On voit qu'ils sont intéressés par les reflets de l'eau sur les flaques. Et puis, en Normandie, c'est ce ciel très changeant avec des ocres et des verts qu'on ne trouve pas en Méditerranée. Donc il y a une peinture qui se dévoile à marée basse, et c'est finalement très spectaculaire. La Normandie, c'est un lieu, un espace géographique central dans le développement du mouvement, notamment pour tenter d'aller chercher, capter cette lumière si particulière? Oui, c'est un endroit fondamental. Bon, Monet, il est né à Paris, mais il est parti au Havre à l'âge de 5 ans. Il rencontre Boudin près de Honfleur. Et ensuite, faut pas oublier que les impressionnistes, ils ont aussi besoin de nature, et donc ils prennent le train, c'est un peu des touristes. Ils quittent Paris, et une des lignes de chemin de fer qui est la plus facile à prendre, c'est celle depuis la gare Saint-Lazare, et ils vont donc jusqu'en Normandie. Donc ça devient un spot à la fois touristique, et balnéaire et artistique. Sylvie Patrice, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que cette révolution artistique, culturelle, cette révolution dans les formes de l'art, elle est permise par une révolution dans les techniques de l'art. On n'est pas très loin de l'invention du chevalet, des tubes à peinture, de l'aquarelle même. Comment la technique accompagne justement cette révolution esthétique et de la pensée?
Effectivement, depuis la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe surtout, il y a c'est l'industrialisation des moyens de picturaux, donc ces tubes qu'on peut transporter plus facilement. Donc tout concourt, tout facilite en fait la mobilité de l'artiste. Donc c'est pas le facteur déclenchant, mais ça favorise en fait cette volonté des artistes de sortir de l'atelier et d'être au contact de la nature ou de la vie moderne aussi. C'est une peinture aussi urbaine. Il n'y a pas que la nature dans l'impressionnisme et cette mobilité va leur permettre, cette facilité technique va leur permettre d'être plus mobile, d'être plus rapide, de donner cette impression qu'ils peignent rapidement, puisque on sait que parfois des tableaux, la plupart d'ailleurs des tableaux impressionnistes en fait ont été commencés à l'extérieur ou finis à l'extérieur, mais ils ont transité entre l'extérieur et l'atelier. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir toutes ces allées et venues. Vous parliez un peu plus tôt de la dimension commerciale également du mouvement, à quel point elle a structuré l'intérêt des artistes pour ce mouvement, pour leur façon de peindre et de créer. Alors ça, c'est un vaste sujet. De toute façon, l'impressionnisme est né, donc il apparaît publiquement en 1874 à l'occasion de cette première exposition. Les artistes ont fait leur début dans les années 1860 et là, il faut imaginer qu'en France et en Europe d'ailleurs, dans le monde dit occidental, on est en plein bouleversement, donc crise des institutions pour ce qui est du domaine artistique et puis développement du marché de l'art, multiplication des galeries à Paris et notamment pour les impressionnistes, il y a un épisode important, c'est la rencontre de certains des impressionnistes, de Monet, Pissarro notamment, avec un marchand qui s'appelle Paul Durand-Ruel et qui va commencer à les soutenir commercialement et puis va se constituer un premier cercle d'amateurs. Mais en 1874, ce qui se passe, c'est qu'on est en pleine crise économique et Durand-Ruel a complètement cessé ses achats. Donc les artistes prennent en main cet aspect commercial. Ils créent un collectif d'artistes, en fait, comme on dirait aujourd'hui, une société anonyme, une coopérative où chacun cotise pour organiser l'exposition et pour vendre leurs œuvres. Fanny Girard, on a parlé du fait que ce mouvement-là n'était pas un mouvement homogène. Par ailleurs, il essaime auprès aussi de nombreux artistes. Par exemple, auprès de Toulouse-Lautrec, qui est largement inspiré par le mouvement impressionniste. Oui, alors c'est ce qui nous a intéressé dans cet accrochage qu'on a fait. C'est parti un peu d'un étonnement. Toulouse-Lautrec qui se revendique n'être d'aucune école, faire son petit bout de chemin à part. Mais évidemment, il est dans tout un contexte, dans tous des réseaux d'amitié. Et puis surtout, il se forme à Paris dans des ateliers dans les années 80. À un moment donné où, qu'on est après, bien sûr, 1874, mais à un moment donné où les impressionnistes, les grands impressionnistes exposent beaucoup plus. Et on a des témoignages que Toulouse-Lautrec va à la galerie Durand-Ruel, justement, voir des impressionnistes. On a des citations où il dit « Vive la Révolution, vive Manet, un vent d'impressionnistes souffle sur l'atelier ». Donc on sait qu'il a incorporé tout ça au moment de sa formation. Et en effet, nous, c'est ce qui nous a intéressé de voir, surtout dans ses œuvres de jeunesse, en fait, comment est-ce qu'il reprend des points de la peinture impressionniste. On va essayer de comprendre dans la suite de cette discussion à partir de 8h20 avec vous trois quel est le legs impressionnisme, sa diffusion aussi, son institutionnalisation. Je le disais, ce sera à partir de 8h20. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Quentin l'a fait. À l'occasion donc de la célébration des 150 ans de la première exposition impressionniste, c'était en 1874. Lumière ce matin sur 3 musées, 3 expositions qui placent cet anniversaire en leur cœur. 3 invités donc, Fanny Girard, elle est conservatrice du patrimoine, directrice du musée Toulouse-Lautrec d'Albi qui accueille l'exposition Toulouse-Lautrec et l'impressionnisme, c'est jusqu'au 9 juin 2024. À ses côtés, Cyril Siama, il est directeur général du musée des impressionnismes de Giverny depuis 2019, conservateur du patrimoine, et il organise l'exposition L'impressionnisme et la mer, ouverte jusqu'au 30 juin 2024. Et enfin, Sylvie Patry, elle est conservatrice générale du patrimoine et co-commissaire de l'exposition intitulée Paris 1874, inventer l'impressionnisme. C'est au musée d'Orsay en ce moment et jusqu'au 14 juillet 2024. Et pour commencer, pour reprendre plutôt cet échange, je voudrais évoquer qu'en ce printemps, le musée d'Orsay, qui abrite la plus vaste collection au monde d'œuvres de ce mouvement, célèbre donc à sa façon, à sa
sa manière les 150 ans du mouvement. Replonger d'abord dans cette exposition au musée même, c'est possible. Et puis surtout, vous avez permis que soit dispersé à travers la France un nombre considérable d'œuvres impressionnistes. D'ailleurs, je voudrais citer le catalogue. Le regard fatal de Berthe Morisot dans le balcon de Manet surplombera les quais bordelais de la Garonne, et le citron du même Manet viendra compléter l'annuelle moisson du jardin des Orangers de la Villa Médicis, cette enclave française de Rome. La cathédrale de Rouen de Monet, elle, rendra visite à sa voisine Avraise. Sa pie s'envolera jusqu'à Clermont-Ferrand. Les drapeaux de sa rue Montorgueil flotteront à Douai. Son déjeuner sur l'herbe étendra sa nappe à Besançon. Quel esprit a présidé à cette vaste, à cette ambitieuse opération ? C'était une initiative du ministère de la Culture et de la direction du musée d'Orsay. L'idée, c'était effectivement de partager sur le territoire national ces collections qui sont très riches, comme vous l'avez dit, et de permettre aux musées en région de pouvoir célébrer aussi l'impressionnisme, parce que c'est vrai que l'impressionnisme a été beaucoup collectionné à Orsay. C'est l'histoire des collections nationales, un petit peu en région, mais c'est parfois un petit peu les tableaux les plus difficiles à obtenir, si je peux dire, dans le contexte d'organisation d'exposition. Donc c'était vraiment cette volonté de démocratiser, de partager et de faire rayonner ces collections sur l'ensemble du territoire, jusqu'à La Réunion d'ailleurs, donc en dehors de la métropole. Quels tableaux, combien ont été prêtés en tout pour qu'on puisse mesurer l'ampleur de la chose ? Alors c'est historique puisque c'est près de 180 tableaux qui ont été prêtés à près de 35 institutions territoriales. Donc c'est vraiment une opération de grande envergure qui a été signée par le musée d'Orsay. Fanny Girard, en tant que directrice du musée Toulouse-Lautrec à Albi, vous avez accueilli au sein de votre établissement 3 de ces œuvres. Lesquelles, pour commencer, et surtout comment vous les avez choisies ? Alors, on accueille donc 3 tableaux, en effet, 2 tableaux d'Auguste Renoir, portrait de Charles Lecœur et la liseuse, et puis un très beau tableau aussi de Berthe Morisot sur un banc du bois de Boulogne. Ces choix, c'était aussi ce qui était très appréciable dans cette opération nationale 150 ans de l'impressionnisme, c'est que les musées en région étaient vraiment invités à participer à ce mouvement en demandant des prêts. Vraiment, voilà, on nous a dit, faites des demandes, vraiment en lien avec vos collections, en lien avec des projets, et puis on essaiera d'y répondre. Et il y a vraiment eu ce dialogue, pour pouvoir choisir ces œuvres. Donc nous, c'est ce qui s'est passé. On est parti de nos collections au musée Toulouse-Lautrec d'Albi, pour demander des prêts ciblés pour faire écho à ces collections-là. Et puis le musée d'Orsay a accepté de nous prêter ces 3 œuvres. Alors précisément, lorsque vous choisissez ce tableau, cette œuvre de Berthe Morisot intitulée Sur un banc du bois de Boulogne, pourquoi ce choix et comment vous la mettez en regard avec une ou plusieurs œuvres de Toulouse-Lautrec ? Alors pourquoi ce choix ? Parce que on a toujours, il y a un tableau de Toulouse-Lautrec dans nos collections qui a un portrait de sa mère, la comtesse Adèle, dans lequel il a un travail particulier sur les blancs. C'est une touche rapide déjà qui dénote un regard sur l'impressionnisme, mais surtout ce travail sur les blancs colorés, sur des blancs nacrés, qui donne vraiment une richesse à cette couleur. Et c'est quelque chose qui nous a fait écho avec la peinture de Berthe Morisot, qui est donc une femme peinte qui expose dès la première exposition impressionniste de 1874 et qui a cette particularité dans sa peinture, donc d'avoir déjà une grande liberté de touche et surtout ce travail sur les blancs et sur les blancs colorés, et c'est tout ce qui fait l'intérêt aussi de cette mise en regard des 2 tableaux, puisque le tableau de Berthe Morisot que nous prête, il faut nous le décrire effectivement, le musée d'Orsay. Alors on voit sur un banc la fille de l'artiste et sa cousine en train de lire, et puis on a une vue sur l'arrière-plan, sur une allée avec quelques passants, des feuillages très rapidement brossés, et puis cette allée et les habits des jeunes filles qui, on sent que c'est blanc. Voilà, on sent que la volonté, c'était de représenter quelque chose de clair. Et quand on regarde dans le détail, il y a du bleu, du rose, du jaune. Mais on garde cette impression de blanc avec une richesse de la couleur, ce côté nacré. Et la mise en parallèle des 2 tableaux à côté montre en fait comment on peut apporter cette profondeur à cette blancheur. Et
dénote, on trouve, un regard potentiel de Toulouse-Lautrec sur les œuvres de Berthe Morisot pour reprendre justement cette richesse des teintes de blanc. Cyril Sciamma, à Giverny, là où Monet a séjourné par le passé, vous célébrez continuellement l'impressionnisme. L'anniversaire, c'est chaque année. Comment est-ce que vous vous êtes inscrit dans cette opération particulière menée conjointement par le Musée d'Orsay et le ministère de la Culture en vue de célébrer ces 150 ans du mouvement? Nous, à Giverny, l'impressionnisme, c'est la fête tous les jours. C'est ça, ouais. C'est dans notre ADN. Alors justement, c'est peut-être la complexité de la chose, c'est qu'il faut trouver aussi des sujets, des expositions, des œuvres qu'on n'a pas toujours vues à Giverny. Je rebondis sur ce que vient de dire Fanny. Nous, on a eu la chance d'accueillir ce tableau il y a quelques mois, le tableau de Berthe Morisot. Et c'est un magnifique tableau sur l'adolescence, je trouve, sur la solitude aussi, sur un banc incroyable. Nous, à Giverny, on a la chance d'avoir un partenariat scientifique avec le Musée d'Orsay. Donc, ils sont partenaires pour des prêts incroyables depuis des années, depuis la fondation du musée en 2009, ils sont membres fondateurs du musée. Donc cette année, ils nous ont très généreusement prêté 16 œuvres, à la fois des chefs-d'œuvre, des œuvres très connues comme par exemple Les Rochers de Belle-Île-en-Mer de Monet, par exemple, ou L'évasion de Rochefort de Manet, chef-d'œuvre absolu. Le directeur de d'Orsay, le président de l'Orsay m'a dit t'es gonflé. Voilà, du coup j'ai été audacieux. Il faut décrire ce tableau d'ailleurs de cet homme qui fuit la commune, qui veut échapper au bagne. Il est absolument saisissant. C'est un tableau incroyable qu'on a vu dans l'exposition Manet-Degas, mais c'est une œuvre qui est un hymne en fait à la mer, à l'évasion, à l'exotisme. C'est un communard qui est emprisonné à Nouméa et il s'échappe en 74. Il a 5 compagnons de route et donc il prend une barque et va soudoyer un commandant de navire australien pour partir jusqu'en Europe. Donc Manet représente une barque au milieu de l'océan. C'est un premier plan extrêmement vert avec une mer assez fougueuse et puis on voit tout au bout le navire. Il y a presque un hommage au radeau de la Méduse de Géricault et je trouve que c'est un tableau extrêmement iconique, même si Manet n'a pas été membre à part entière du mouvement impressionniste. Je voulais absolument ce tableau pour parler de la mer. Et donc ils ont été très très généreux et j'ai envie de dire on est très chanceux à Giverny avec Orsay. Sylvie Patry, on a parlé dans la première partie de cet échange du mouvement impressionniste comme un mouvement de liberté, comme un mouvement de rupture et néanmoins c'est peut-être aujourd'hui le mouvement le plus populaire auprès du grand public. Si on fait l'histoire de cette popularisation, comment ce mouvement-là s'est-il institutionnalisé au fil des décennies ? Alors ça a pris un petit peu de temps en effet parce que donc à partir de cette exposition qui a eu lieu en 1874, il a fallu attendre donc des groupes de collectionneurs qui se sont constitués. Et il y a peut-être une étape importante, c'est l'internationalisation du mouvement. Il a été apporté, ces tableaux ont été montrés assez tôt, dès le milieu des années 1880 aux États-Unis par le marchand dont je parlais tout à l'heure, Paul Durand-Ruel, qui a eu cette intuition de se dire à nouveau pays, nouvelle clientèle, nouveau goût, nouvelle peinture peut-être pour répandre le mouvement. Donc une diffusion internationale, des collectionneurs privés de plus en plus importants à la fin du 19e et ce qui va marquer aussi un basculement, c'est des donations. En fait, ces collectionneurs vont un peu forcer les portes des musées et parce qu'il a fallu attendre une vingtaine d'années après cette première exposition pour qu'un tableau impressionniste, c'était un tableau de Renoir, entre dans les collections publiques, dans les collections des musées français. Et à partir de là, à partir des années 1890-1900, c'est vraiment la bascule. Ces peintres sont recherchés par les musées français, européens, américains, par les grands collectionneurs, et puis des premières histoires sont écrites, et puis c'est l'histoire d'un succès. On les inscrit aussi dans une histoire de la peinture française. Ils deviennent aussi un peu un symbole de la France. Et s'ils sont encore populaires aujourd'hui, je pense que c'est à la fois parce qu'il y a cette leçon de liberté. C'est aussi une peinture qui est accessible, puisque un des projets des impressionnistes, c'était de peindre la vie de leurs contemporains, de rompre avec une tradition qui puisait dans l'histoire, la religion, l'antiquité. Donc il n'y a pas de barrière, si vous voulez, culturelle en quelque sorte. Et ce sont aussi, c'est ce que vous dites, des œuvres témoins, des œuvres qui décrivent une époque, une industrialisation, des pratiques particulières dans la vie de tous les jours. On se projette pleinement grâce à ces tableaux. On se projette pleinement et je pense qu'on se projette d'autant plus aujourd'hui que les impressionnistes ont fait face en fait à un monde en plein bouleversement dont on retrouve les échos encore aujourd'hui. On dit parfois maintenant que les impressionnistes ont été les premiers à documenter cet anthropocène. Et quand on regarde des œuvres de Monet par exemple, il peint
ce qui est des nuages sont en fait des vapeurs industrielles, etc. Donc cette transformation du monde par l'homme, cette domestication de la nature, cette urbanisation, sans la dénoncer, il la poétise. Voilà. Fanny Girard, on inscrit régulièrement Toulouse-Lautrec dans une catégorie un peu nébuleuse, il faut le dire, des post-impressionnistes. Qu'est-ce que cela signifie, le post-impressionnisme? Est-ce que c'est même une notion qui a du sens du point de vue de l'histoire de l'art cette fois? Alors, c'est post-impressionniste, c'est un groupe, on met beaucoup de choses dedans, beaucoup d'artistes très différents, qui vraiment ont exploré des voies artistiques très différentes et qui sont cette génération qui suit un petit peu les impressionnistes. Donc c'est vrai que on n'est pas du tout sur quelque chose d'homogène ni quoi que ce soit, c'est plutôt la génération d'après qui arrive et puis qui continue en fait, qui part de ce qu'ont développé les impressionnistes pour aller plus loin et pour chacun développer leur identité. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant de voir parmi ces artistes qu'on classe post-impressionnistes, c'est qu'il y a quand même l'aura un petit peu l'aura de ces aînés de ces impressionnismes et je pense notamment en 1887 Vincent Van Gogh à l'initiative d'une exposition au Grand Bouillon qu'on surnomme une exposition des impressionnistes du petit boulevard en comparaison aux impressionnistes du Grand Boulevard qui sont les grands aînés impressionnistes et dedans on a de nouveau des artistes très différents. Toulouse-Lautrec est dedans, Vincent Van Gogh, Émile Bernard, Louis Anquetin, et on a finalement ces générations d'artistes qui vont puiser, qui se forment aussi avec cette nouvelle peinture, mais qui chacun vont explorent des voies différentes et c'est ça finalement qu'on rassemble un petit peu dans le post-impressionniste, c'est des expérimentations et des nouvelles façons de peindre assez différentes. Dans cette exposition qui a cours présentement au musée Toulouse-Lautrec d'Albi, de quelle façon vous avez rapproché Renoir et Toulouse-Lautrec? Comment les deux œuvres d'ailleurs du premier, Renoir, viennent éclairer d'une façon nouvelle l'œuvre entière, pléthorique d'ailleurs de Toulouse-Lautrec? Alors on a fait là encore des binômes de tableaux avec des œuvres de Toulouse-Lautrec, donc de ces années 1880, début 1890, et en fait on l'a rapproché aussi d'une façon d'un regard qu'ont les impressionnistes, donc cette manière d'aller travailler en extérieur, de travailler la lumière naturelle, de fondre une figure humaine dans un extérieur avec ce jeu sur la lumière non seulement sur le corps humain, mais aussi sur le décor autour qui va vraiment uniformiser. Et Toulouse-Lautrec, c'est quelque chose qui va reprendre aussi et qu'on voit dans ses œuvres. Il y a aussi la palette, la manière de travailler par touches très rapides, très libres. Et donc c'est plutôt sur ces éléments-là qu'on va mettre des échos. Il y a également aussi des échos thématiques. Et ce thème de la liseuse, par exemple, de Renoir fait écho à d'autres tableaux de Toulouse-Lautrec. On voit par exemple sa mère qui lit également, donc ces figures féminines qui s'approprient la lecture et qui constituent aussi un sujet finalement de la vie moderne à cette époque. Cyril Sciamma, lorsqu'on dirige un musée, on le disait un peu plus tôt dans notre discussion, un musée dédié, dévolu à l'impressionnisme, comment est-ce qu'on renouvelle les angles, les approches? Comment est-ce qu'on pense chaque année, à chaque moment de l'année, des expositions nouvelles? Alors, je pense pas tout seul. Je trouve qu'on est plus fort quand on a des idées avec d'autres collègues. C'est certain. On a un conseil scientifique qui me permet aussi d'enrichir la discussion. Et puis moi, je suis membre du conseil scientifique d'Orsay. Donc, on a la chance d'avoir des échanges très, très réguliers. Et donc, on est au courant de ce qui se passe un peu dans le monde entier. Il y a des expositions qu'on veut faire et on s'aperçoit que d'autres collègues vont la faire. Donc, on la fait pas. Et puis, on essaie de programmer des choses des années à l'avance. Ça permet de garder un peu un sujet frais. Et puis, on espérant que personne va le faire. Et finalement, on arrive à créer, en fait, une liste d'œuvres et demander à d'autres collègues d'écrire dans le catalogue ou de trouver des œuvres dans des collections privées. C'est aussi une autre solution parce que on fait beaucoup appel aussi aux musées publics mais aussi aux collections privées avec des prêteurs très généreux. Et je trouve que ça c'est aussi la force de l'impressionnisme, c'est que ça fédère aussi des collectionneurs qui ont envie de montrer leurs œuvres qui sont pas toujours très connues et donc les expositions sont aussi là pour permettre de la recherche et donc ça développe beaucoup de sujets. Une expo propose une autre exposition par la suite. Là aussi Cyril Sciamma, on a parlé de la France énormément, on était très franco-centré là au cours de notre échange, mais comment est-ce que le mouvement au fil des décennies s'est internationalisé et même s'est imprégné de mouvements venus de l'étranger?
le mouvement il s'est internationalisé puisqu'il y a une sorte de mouvement impressionniste européen. On va dire qu'il y a de l'impressionnisme balte, il y a de l'impressionnisme allemand, il y a l'impressionnisme espagnol avec Soria. Donc il y a aussi une volonté des autres collègues européens et de faire des expositions sur leur propre patrimoine. C'est devenu un patrimoine national finalement. Chaque pays a son propre impressionniste, on va dire. Et puis, comme le disait Sylvie, il y a beaucoup d'expositions sur l'impressionnisme aux États-Unis, puisque c'est quand même un pays qui a énormément soutenu les impressionnistes. Donc il y a chaque année des expositions incroyables aux États-Unis sur l'impressionnisme. Donc on est dans une économie globale, évidemment, pour une exposition, mais aussi sur un projet intellectuel global. C'est-à-dire que tout le monde travaille sur l'impressionnisme, et donc il faut simplement, quand on fait une exposition, avoir une idée qui va apporter quelque chose d'intéressant. Sinon, c'est pas la peine, on fait un article. Sylvie Patry. L'exposition d'Orsay, d'ailleurs, sur 1874, sera présentée ensuite à Washington, témoin de ces liens très forts entre les impressionnistes et les États-Unis. Il y a un autre pays aussi qui a participé à cette internationalisation de l'impressionnisme, c'est le Japon. Le Japon qui a participé même à la conception, à la formation de l'impressionnisme dans son esthétisme. Les estampes japonaises, en effet, qui ont commencé à circuler en Europe et que collectionnait un peintre comme Monet, et qu'ont beaucoup regardé tous les impressionnistes, y compris Berthe Morisot, Pissarro, etc., ont vraiment marqué et encouragé les impressionnistes dans la voie de libération, à la fois de la couleur et de cet intérêt aussi pour des sujets qui leur étaient contemporains. Je voudrais qu'on parle pour chacun de vos musées, pour chacun de vos établissements, comment l'impressionnisme, à sa façon, a permis de les renouveler. Alors, on va le voir d'une façon à chaque fois très très différente. Peut-être pour commencer avec vous, Sylvie Patry, l'usage de la réalité virtuelle. Racontez-nous le projet qui a été porté, conçu, mettant en lien la réalité virtuelle et l'impressionnisme au musée d'Orsay. Et ça a été une belle aventure, c'est complètement inédit, parce qu'en général, ce type d'expéditions immersives sont présentées en dehors des institutions. Donc, on était à un moment de la préparation de l'exposition avec Anne Robbins, qui est co-commissaire de l'exposition. On était à un moment du projet où on voulait travailler cette question de l'espace, en fait. Qu'est-ce qu'on voyait exactement dans cet atelier chez Nadar? Quelle était la façon dont les œuvres étaient présentées? Parce que ça faisait partie des motivations des artistes. Et puis il faut dire qu'on a très très peu d'informations sur ce qui s'était effectivement passé, presque aucune image, mais on y reviendra vite. On n'a aucune image, paradoxalement, dans ce siècle de la prolifération des images, aucune photographie, aucune gravure. Donc on ne pouvait pas, nous, dans l'exposition, vraiment reconstituer cette manière dont les œuvres étaient exposées. À ce moment-là, la société de production Gédéon et puis le Émissif, qui est spécialiste des expéditions immersives, sont venus nous voir en nous disant il va y avoir l'anniversaire de l'impressionnisme. On est en train de reconstituer l'espace de l'atelier. Est-ce que ça vous intéresse? Donc on a évidemment tout de suite répondu présent. C'était un travail déjà très rigoureux. Et donc on s'est embarqué avec eux dans cette aventure. On a commencé par vraiment la reconstitution de l'espace à travers des archives, etc. Et ensuite l'écriture d'un scénario, l'invention des personnages historiques, voilà, qu'on a nourri, nous, Anne et moi, de notre connaissance de la période. Et aujourd'hui, quand on place sur notre tête ce casque de réalité virtuelle, dans quel monde on plonge? Alors on commence chez Nadar, on commence par visiter l'exposition, on a invité le soir du vernissage, on rencontre les artistes qui nous présentent des tableaux et ensuite on fait c'est la magie du virtuel. Ensuite on s'évade et on va jusque dans la chambre de l'hôtel de Monet au Havre lorsqu'il peint Impression Soleil Levant. On va à Bougival, on passe par la gare Saint-Lazare dont a parlé Cyril. Donc on fait vraiment un voyage dans le temps et dans l'espace. Cyril Sciamma, je voudrais qu'on parle du renouvellement de votre musée, celui de Giverny, dédié aux impressionnistes, au mouvement impressionniste. Et là, ça passe notamment par la refondation des jardins et la façon de repenser vos jardins. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette aventure-là? Ouais, c'est une aventure qui est collective, mais c'est vrai qu'au musée, on a un magnifique jardin qui est créé par des chambres de couleurs avec une prairie qui se revêt de coquelicots en juin et puis de meules à l'automne. C'est là où Monet a quand même peint ses meules, donc c'est un site aussi historique. On est à quelques pas de la maison Claude Monet. Et donc on a proposé de faire une incursion dans le jardin, une promenade dans le jardin avec l'art contemporain. Donc on a commencé à installer une œuvre de Giuseppe Pennone, Fil d'eau. C'est un arbre en bronze avec
un chêne qui se mêle à ce bronze creux. Et puis ensuite, on a commandé 2 œuvres à Eva Jospin, qui permettent de faire un lien entre la nature et la culture. Et donc c'est un bosquet de bronze assez fantomatique, mais c'était aussi à l'occasion de l'exposition qu'on avait consacrée à Eva. Et puis l'an prochain, on est avec le centre Pompidou. On va travailler sur un artiste qui s'appelle Branzi, qui est un designer italien, et donc qui vient de décéder au mois d'octobre. Et on était en train de commander une fontaine quand il a décédé. Donc l'art contemporain peut permettre aussi de voir différemment le jardin. C'est toujours très respectueux du site pour pas que ça soit imposant. Mais en même temps, ça permet aux visiteurs de dire que l'art impressionniste, c'était aussi un mouvement contemporain. On oublie souvent que c'était des artistes d'avant-garde. Fanny Girard, nous redire là aussi comment le musée d'Albi, le musée Toulouse-Lautrec d'Albi, a peut-être joui d'une lumière nouvelle grâce à ces 3 œuvres, 2 de Renoir, une de Berthe Morisot. Comment est-ce qu'au fond, ça nous permet d'aborder d'une manière nouvelle l'œuvre de Toulouse-Lautrec ? Oui, ça a permis de donner un éclairage nouveau sur l'œuvre de Toulouse-Lautrec, pouvoir développer cette thématique et puis finalement le relier aussi au contexte artistique, contexte de création de son époque. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel nous travaillons avec l'équipe du musée justement à redonner plus de contexte sur l'œuvre de Toulouse-Lautrec. On a la chance au musée d'avoir donc la donation d'œuvres faites d'œuvres de Toulouse-Lautrec avec vraiment un très grand nombre d'œuvres de l'artiste, peintures, dessins, affiches, et qui couvrent tout le panorama de sa création et de son œuvre. Mais il y a toujours des thématiques qui restent parfois pas encore développé au sein du parcours, et l'impressionnisme, son lien avec l'impressionnisme, c'en était une, et cette exposition, c'est près du musée d'Orsay, nous permet vraiment de nous plonger sur cette thématique. En quelques mots, Sylvie Patry, j'ai découvert ce tableau incroyable en fouillant hier les archives du musée d'Orsay, cette séduisante scène, c'est comme ça que vous l'appelez, de genre, par Caballo-Lassalle, qui cache un tour de force. Il faut nous décrire ce tableau et peut-être en quelques mots vraiment raconter son histoire. Alors, c'est un peintre qui a été oublié aujourd'hui, mais qui avait beaucoup de succès, Caballo-Lassalle. Donc, il n'est pas impressionniste, il est exposé au salon. Et c'est un tableau fascinant parce que c'est un tableau qui représente des œuvres du salon de 1874 et qu'il présente au salon de 1874. Et on voit des tableaux à touche-touche qui sont peints par les artistes auteur du tableau. Donc il avait laissé des vignettes et Corot, par exemple, est venu peindre une réduction de son propre tableau. On mettra ce tableau en ligne sur le site de France Culture, toutes les références des expositions. Merci beaucoup à tous les 3, Fanny Girard, Cyril Siama et Sylvie Patry, d'être venus célébrer au micro de France Culture les 150 ans du mouvement impressionniste. Il est 8h44.